Un soulagement aujourd'hui pour des personnes qui ont une pathologie de la main due à une malformation congénitale ou encore à un accident, de savoir qu'on peut y remédier grâce à la chirurgie de la main. Une pratique qui s'implante progressivement au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine de santé check-up qui ce jour est consacré aux pathologies de la main. Avec notre invité, un chirurgien traumatologue, nous allons parler de ces différentes pathologies et des traitements proposés, notamment la chirurgie de la main. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. Je vous retrouve dans un instant pour la suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Le programme c'est Check-up. Je vous l'ai dit à l'entame, nous parlons aujourd'hui des pathologies de la main. Et sur ce plateau, j'ai le docteur Hugues Tiemjo. Il est le promoteur du centre de chirurgie de la main et des paralysies de la ville de Douala. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes notre invité. Avec vous, nous allons parler des pathologies de la main. Mais avant, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que ce centre est le tout premier du genre au Cameroun et en Afrique noire francophone. Alors, docteur Tiemjo, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce centre ? Oui, merci pour cette question. Donc, dans ce centre, comme son nom l'indique, c'est un centre qui est spécialisé dans la chirurgie de la main et des nerfs périphériques. Donc, qui dit chirurgie de la main, dit donc justement toutes ces pathologies prises en charge par cette spécialité. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie de la main? Donc, la chirurgie de la main est cette spécialité médicale et chirurgicale qui s'occupe des différentes affections de la main. Donc, pour être chirurgien de la main, il faut être chirurgien orthopédiste et traumatologue de base ou chirurgien plasticien. Et ce n'est qu'après qu'on fait une sous-spécialité de chirurgie de la main. Alors, quelles sont les différentes affections que vous prenez en charge dans votre centre? Nous y prenons en charge toutes les affections de la main, qu'elles soient congénitales, donc depuis la naissance, les traumatismes survenant chez l'adulte jeune. Par exemple, les traumatismes? Par exemple, on peut avoir des amputations, des fractures, des lésions tendineuses, des coupures, comme on dit couramment, des plaies. Tout comme la main peut être exposée à des infections. Donc, nous pouvons soigner, nous prenons en charge cela. Les panaries, nous prenons en charge ces infections de la main. Il y a des infections qui peuvent être osseuses, dont les os de la main n'échappent pas aussi aux ostéites et aux ostéomyélites. Donc, ensuite, nous avons les tumeurs. La main également peut être le siège des tumeurs. Et je poursuis avec les pathologies du vieillissement. Oui. Donc, au niveau de la main, on fait également de l'arthrose. De la même façon qu'on fait une arthrose du genou, on fait également de l'arthrose au niveau de la main, de la base du pouce. Et toute la pathologie, entre guillemets, rhumatismale, qu'on peut y trouver au niveau de la main, ainsi que toutes les lésions des nerfs périphériques pour avoir des compressions nerveuses, notamment le plus connu qui est le syndrome du canal carpien et le plus fréquent. Donc, toutes ces pathologies-là relèvent de la spécialité chirurgie de la main. Donc, c'est vraiment assez vaste, qui va de la peau jusqu'aux ongles, je n'oublie pas les ongles, en prenant les tendons en dessous, le plancher osseux, les ligaments, les nerfs et les vaisseaux. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est pris en charge par la chirurgie de la main. Et tout à l'heure, vous avez parlé des affections congénitales. C'est dû à quoi ces affections congénitales? Les formations sont de plusieurs origines. Elles peuvent être justement génétiques, avec des traits d'hérédité. Des fois, effectivement, c'est dû à un suivi de la grossesse, à certains médicaments qui ont été pris pendant la grossesse, qui ont des effets au moment du développement et de la formation des différentes structures de la main. Il y a des radiations ionisantes. Donc, dans les pays, on parle du Japon avec Hiroshima, où il y a des produits de radiations ioniques qui, on a constaté, et jusqu'à présent, beaucoup d'enfants naissent avec ces malformations au niveau de la main. Donc, ce sont justement ces différentes causes qu'on peut évoquer.
Mais il y a également des facteurs, comme on dit, idiopathiques, c'est-à-dire que il y a un trouble au niveau du développement au moment de la maturation de la main qui intervient. C'est un accident qui intervient au moment du processus de multiplication des cellules. Alors, si on s'en tient au pourcentage des patients que vous recevez dans votre centre, quels sont ceux qui viennent le plus souvent présentent quelle anomalie pathologique? Les pathologies sont assez variées. On a actuellement, au début, on avait beaucoup plus de séquelles parce que les gens arrivaient après avoir été soit chez le praticien qui a fait du n'importe quoi, soit passant par l'infirmier du quartier. Mais actuellement, la tendance est en train de s'équilibrer où on reçoit des patients beaucoup plus de primo-intention et les séquelles, ça s'équilibre. Primo-intention, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les patients qui viennent directement nous consulter quand ils ont un traumatisme ou quand ils ont un problème à la main, sans avoir recours au praticien ou à l'infirmier ou à la grand-mère ou en ayant tripatouillé entre guillemets les lésions avant. Donc ça s'équilibre actuellement et on a à peu près une part 30% de traumatisme. Donc tout ce qui est comme traumatisme, le menuisier qui se coupe les doigts avec la machine, l'enfant qui se coince le doigt dans une porte, la maman qui glisse sur les lots et les carreaux qui se casse, l'enfant qui tombe d'un arbre. Ça, c'est une part à peu près 30%. Ensuite, on a toute cette pathologie donc, nerveuse, donc syndrome du canal carpien, compression du nerf ulnaire, qui occupe actuellement ténosynovite, tout ce qui est ténosynovite, les doigts à ressort qui font l'autre tiers. Et le dernier tiers est presque exclusivement réservé aux paralysies du plexus brachial. Donc que ce soit chez l'enfant, en imprimo-intention, comme on revient là-dessus, ou des séquelles ou traumatiques chez l'adulte. Je vais vous inviter à suivre ce Vox Pop. Nous avons posé la question à l'homme de la rue, celle de savoir c'est quoi la chirurgie de la main. Avez-vous déjà entendu parler de la chirurgie de la main? Les réponses dans cet élément qui suit. Je connais la chirurgie de la main. En effet, j'ai été victime d'un accident sur une machine quand j'étais au lycée, où le doigt a été touché. Il a fallu qu'on fasse une intervention chirurgicale. Et ça s'est bien passé. Mais sauf que les extrémités, ça fait un peu mal pendant la pension, quand vous partez faire le pansement. Ben après ça, il fallait faire une séance de rééducation pour que le doigt revienne en activité. Et il a fallu un peu de temps. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vrai, j'ai entendu parler d'autres types de chirurgie, mais pas de la chirurgie de la main. En ce qui concerne la chirurgie, de façon globale, je sais, on parle souvent de la chirurgie, mais spécifique, si on appelle la chirurgie, si ça peut déjà aller au niveau du ventre, ça veut dire qu'avec la main, ça aussi, ça peut aller. Parce qu'avec la main, je crois que ça doit être plus facile qu'au niveau du ventre. Je sais qu'il y a la chirurgie, mais ça ne veut pas qu'il y a une chirurgie de la main. Non, ça peut bien servir parce qu'il y a des gens qui ont eu des accidents. Par exemple, je peux parler de mon mari, dont beaucoup de gens que je connais, ils ont eu des accidents de la main et les nerfs sont... Donc la main là ne fonctionne plus, ça ne réagit plus normalement. Et la chirurgie que j'ai souvent entendu parler, je sais qu'il y a la chirurgie dans le domaine médical, je ne m'y connais pas trop, mais je sais que la chirurgie plastique qui est déjà au Cameroun, par exemple, j'ai entendu parler de la chirurgie plastique à Yaoundé. Et peut-être la chirurgie dentaire, discale ou autre, bon, il n'y a pas trop de mots pour qualifier en tant que profane, mais je sais que la chirurgie existe au Cameroun. Bon, je ne sais pas les différentes autres qualités de chirurgie. Je ne peux pas donner une opinion exacte, étant donné que je ne suis pas du domaine. Une réaction après avoir écouté ces Camerounais dans ce Vox Pop? Oui, bon, la première réaction est que tous ces différents intervenants nous interpellent. Parce que là, ça veut dire que des efforts, effectivement, sont encore à faire pour faire passer le message. La chirurgie de la main existe bel et bien au Cameroun et c'est une réalité. Et elle ne date pas d'aujourd'hui, ni de l'année dernière, ni de l'année d'avant.
le centre est ouvert depuis 2013. Et ça a été l'un des objectifs pour lesquels qui nous ont poussé à organiser le tout premier congrès international de chirurgie de la main du Cameroun, ici l'année dernière, au mois de février 2016, sous le haut parrainage du ministère de la Santé, et qui a fait déplacer tous les spécialistes de la France et de l'Afrique ici au Cameroun pour pouvoir faire passer le message. D'accord. Et là, effectivement, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à faire pour que la population se rende compte que la chirurgie de la main est une réalité au Cameroun. Docteur, je vais vous présenter quelques images que vous allez commenter pour nos téléspectateurs. Alors là, on a sur l'écran cette image, docteur. Bon, là, ça, c'est un cas de traumatisme. C'est vrai, comme on a entendu dans le reportage, beaucoup de gens ne pensent qu'aux accidents, mais tout n'est pas qu'accident. Bon, là, c'est un cas d'accident. Donc, c'est un enfant, un lycéen qui s'est coincé le doigt, s'est fait coincer le doigt par le portail au lycée, où on a eu cette amputation traumatique complète, avec le moignon qui était complètement écrasé. Cet enfant nous est arrivé comme cela. Oui. Et c'est ce que j'explique souvent à mes autres confrères et aux autres personnels de santé. Oui. Même quand c'est complètement écrasé, on peut toujours récupérer. Et là, sur ce fragment, sur ce moignon, j'ai prélevé un greffon osseux que j'ai pu repositionner, réinsérer le tendon fléchisseur dessus et faire une plastie pour couvrir la pulpe. Donc tout ce que vous voyez sur l'image à gauche en bas, oui. Cet espace clair-là, c'est de la peau qui a été avancée. C'est la peau qui a été avancée et après j'ai reconstruit l'ongle pour que ça donne cet aspect-là. Donc à la fin, vous voyez l'aspect au troisième pansement, on vous dit c'est la même main que celle au-dessus, vous aurez du mal à le croire. Donc il y a toujours des gestes, même quand c'est catastrophique, on peut toujours améliorer, même si on ne récupère pas tout, on peut toujours améliorer. Donc vous conseillez toujours de ramasser le bout? Oui, dans tous les cas, il faut ramasser tous les morceaux. Oui. Tous les morceaux. Et au cas contraire, s'il n'y avait pas l'autre morceau, vous aurez réussi la chirurgie, docteur? Là, on aurait toujours proposé quelque chose, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas abouti à un résultat aussi remarquable que là. D'accord. Une autre image, docteur, on va la commenter également. Une autre image à commenter, docteur. Oui, là, ici, on parlait de syndactylie tout à l'heure. Ici, c'est justement un cas de syndactylie. Vous voyez que le troisième et le quatrième rayon sont soudés, donc ça, c'est une syndactylie. Oui. Donc, c'est ce qu'on appelle syndactylie. Cet enfant est né avec les doigts collés. Et donc, j'attire l'attention des uns et des autres, des parents et des sages-femmes. En matière de pathologie congénitale, la plupart, à quelques exceptions près, des malformations congénitales doivent être corrigées avant l'âge de 1 an, 18 mois maximum. Oui. C'est justement parce qu'au bout d'1 an, surtout quand il s'agit du pouce, car la corticalisation, l'enfant schématise son schéma corporel très tôt. Et donc, il faut séparer ses doigts beaucoup plus tôt pour que l'enfant puisse s'en servir normalement. Donc, il faut les opérer autour de 6, 7, 8, 9 mois, autour de 1 an, maximum 18 mois pour les séparer. D'accord. Une autre image, voilà, celle-là. Bon, ici, elle est un peu plus complexe. Là, il s'agit d'une fente médiane. Donc, bon, cet enfant, il n'a que 3 doigts. Oui, c'est une. De 5. Voilà, il y a beaucoup plus, c'est une anomalie beaucoup plus complexe ici, qui associe ce qu'on appelle une fente médiane. Il y a l'ancienne appellation qu'on appelait main en fourche, qui a été très abandonnée du fait de la connotation péjorative. Oui. Et ici, justement, on appelle fente médiane, en plus donc des agénésies de certains rayons. Est-ce qu'on peut remédier? Est-ce que vous pouvez faire une opération jusqu'à ce qu'on aboutisse? Ici, justement, il y a des interventions qu'on peut faire pour fermer cette fente-là, oui, et redonner un aspect beaucoup plus harmonieux à cette main. Donc, il y a des plastiques qui sont faits, le ligament intermétacarpien là qu'on essaie de rapprocher pour pouvoir redonner un aspect beaucoup plus harmonieux au homogène à cette main. Mais cet enfant ne pourra pas avoir 5 doigts. Là, il en a 3. Après une opération, il ne pourra pas avoir 5. Oui. Là, ici, dans ce cas particulier, non. Il y a d'autres cas où on peut être amené à faire des transferts d'orteils, c'est-à-dire qu'on prélève des orteils sur le pied pour pouvoir compenser les doigts manquants. Oui. Mais ici, là, non. Non, c'est beaucoup plus difficile. Là, par contre, en fermant cette fente et en creusant la première commissure, cet enfant retrouverait une main beaucoup plus harmonieuse et fonctionnelle. Même si elle n'a pas tous les doigts. Et fonctionnelle. D'accord. On passe à une autre image, docteur. Celle-là. Et là, c'est une bride, c'est les exemples qu'on voit régulièrement, des séquelles. Une plaie palmaire, un jeune enfant qui se blesse, un adolescent qui se blesse, va dans une structure sanitaire, on se contente juste de suturer la peau. On ne prévient pas ce qui va arriver, qui est cette bride.
Dès que vous avez une cicatrice qui jonche, qui traverse les plis palmaires, là, il faut vous attendre à une bride. Et là, cet enfant, cet adolescent nous est revenu, nous est arrivé dans cet état, comme les avec images un doigt tordu? Avec un doigt complètement tordu, la main droite, il ne pouvait pas saluer quelqu'un, il ne pouvait pas serrer, ce qui gênait même les autres doigts qui n'avaient rien. Et donc ici, ça a nécessité des gestes de plastie et des lambeaux cutanés pour pouvoir lui rouvrir cette main-là et qu'il puisse retrouver sa mobilité. Et ça a pris combien de temps, combien de mois? Après l'intervention, la cicatrisation a été obtenue au bout de 3-4 semaines. Et après, il a fallu un temps de massage des cicatrices et d'appareillage pour pouvoir obtenir toute l'extension et après obtenir toute la flexion après. D'accord. Docteur, on va poursuivre notre entretien. On va revenir sur une autre série d'images à commenter tout à l'heure. Donc, vous avez parlé, dans ces images, on a vu que la main est vraiment exposée à beaucoup de pathologies, mais que vous réussissez à surmonter. On va parler du syndrome du canal carpien qui est aussi quelque chose à ne pas négliger. C'est quoi le syndrome du canal carpien? Le syndrome du canal carpien, c'est la compression du nerf médian au niveau du poignet dans un tunnel qu'on appelle tunnel carpien. C'est pour ça qu'on appelle syndrome du canal carpien. Oui. Donc, c'est la compression du nerf médian au niveau du canal qui se situe au niveau du poignet et qui s'appelle canal carpien. C'est le premier motif de consultation en chirurgie de la main en Europe et dans les autres pays. C'est-à-dire, si vous consultez 10 malades dans une matinée, il y en a 7 qui viendront pour le syndrome du canal carpien. Bon, chez nous, elle est très peu connue, donc les gens ne viennent pas. Et c'est pris à tort pour des crampes. Les gens passent autant à boire calcium, magnésium à tout bout de champ, alors qu'il n'en est pas le cas. Très souvent, même prescrit par nos confrères qui prescrivent calcium, magnésium en prenant pour des crampes. Non, en fait, ce sont des paresthésies que le patient ressent, des picotements dans les doigts, qui les réveillent la nuit, qui les obligent à secouer la main. Bon, à tort, le calcium, magnésium, ainsi de suite, les vitamines sont prescrits, alors qu'en fait, il s'agit d'une compression du nerf médian. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai tous ces symptômes, la main, les crampes qui reviennent, si vous êtes déjà réveillé au début, si vous êtes déjà réveillé dans la semaine, 3 fois dans la nuit, la deuxième moitié de la nuit, vous êtes réveillé plus de 3 fois. Ça n'intervient que dans la nuit? Au tout début, c'est des gens qui dorment, qui se réveillent dans la deuxième moitié de la nuit, qui ont la main complètement engourdie. Au début, ils se disent, bon, je me suis couché un peu sur la main et tout, ils secouent la main, ils se rendorment. Mais dès que vous êtes réveillé comme ça, 2, 3 fois dans la semaine, ce n'est plus une simple crampe, comme on a tendance à dire. Et après, ça s'installe dans la journée. Oui. Et malheureusement, à cette phase-là, c'est calcium, magnésium qu'on prend à tort et à travers. Alors qu'il faudrait consulter. Et après, ça s'installe dans la journée. À un moment donné, on a même du mal à sentir le toucher fin au niveau de ces 3 doigts. Voilà les doigts qui sont les plus touchés, le pouce, l'index, le majeur et la moitié radiale, bon, pour que les gens comprennent, la moitié vers le pouce du 4e. Oui. Et justement, les gens ont une perte de sensibilité, ils ont l'impression d'avoir porté des gants ou du carton et les picotements sont souvent, des fois, exagérés sur un seul des doigts, mais généralement, c'est ces 3 doigts-là. Et si rien n'est fait, ça continue jusqu'à un moment donné où on ne sent plus rien. Et c'est ça le syndrome du canal carpien. C'est ça le syndrome du canal carpien. Mais vous pouvez trouver des solutions à Oui, des solutions existent. C'est des solutions simples au début et qui, au fur et à mesure, en fonction du stade où vous consultez, des solutions adaptées sont proposées. D'accord. Alors, docteur, à quel moment, tout à l'heure vous avez parlé, lorsqu'on commentait les images, vous avez parlé de l'appareillage de la main. À quel moment vous prescrivez l'appareillage de la main? L'appareillage de la main se prescrit en fonction de la pathologie et en fonction de l'objectif qu'on veut obtenir. Souvent dès le tout début, pour immobiliser, parce que quand ça bouge, ça fait mal. Oui. Immobiliser dans une bonne fonction. Donc ça, c'est déjà dans un but antalgique qu'on peut prescrire un appareillage. Dans un but thérapeutique, par exemple ici, pour pouvoir gagner progressivement en extension ou en flexion, ça c'est ce qu'on appelle des orthèses et des attelles dynamiques. Tout comme il y a des attelles de fonction statique. Je prends souvent l'exemple des patients que j'ai eus, des hauts responsables, qui se sont fait une entorse ou une fracture, que ce soit du pouce ou d'un doigt, oui, et qui doivent signer. Je vous prends l'exemple des magistrats qui ne peut pas aller à l'audience, il ne peut pas signer ses décisions. Parce que la main... Vous imaginez une indisponibilité de 3 à 4 mois, le temps que sa fracture consolide. Donc, à ce moment-là, l'appareil spécialisé de la main intervient, qui lui permet, pendant que sa fracture est en train de suivre sa consolidation normale, de continuer de travailler et de continuer de signer. Docteur, on va procéder à une autre série d'images. Vous allez les commenter. On va regarder sur l'écran.
Bon, ici, c'est justement un enfant chez qui, durant les formations pratiques qu'on offre aux kinésithérapeutes dans l'appareillage de la main, ici, ça, c'est un dessin d'un patron. Oui. On les apprend à faire le patron pour pouvoir réaliser, confectionner ces orthèses-là. Donc ça, c'est une autre stratégie d'appareillage de la main. Dans l'appareillage, ça se fait sur mesure. On n'a pas la même main, on n'a pas les mêmes largeurs, les mêmes longueurs de doigts. Donc l'appareillage, ça doit être personnalisé et fait sur mesure. Et donc ici, pour pouvoir confectionner une orthèse de qualité, il faut qu'elle soit faite sur mesure. Et ici, il y a plusieurs techniques. Au début, dans l'apprentissage, on passe par les patrons. Oui. Et il y a d'autres qui peuvent le faire directement à vue d'œil. Mais généralement, dans l'apprentissage, on commence par le patron. Et après, une fois qu'on est plus aguerri, on peut le faire spontanément. Mais il y a aussi certains qui, même après 30 ans d'expérience, continuent à faire des patrons. D'accord. Une autre image. Oui, ici, justement, vous voyez cette orthèse-là, ça s'appelle l'orthèse de Kapner. C'est une orthèse dynamique. Elle a été confectionnée chez cette petite fille qui avait une malformation congénitale qu'on appelle la camptodactylie. C'est-à-dire que l'enfant est né avec une brièveté au niveau du 5e doigt. Le 5e doigt qui est légèrement plié comme ça ne peut pas l'étendre comme ceci. Donc il y avait toujours un flexum. Et là, on l'a appareillé, on a fait ce qu'on appelle l'orthèse de Kapner, qui permet donc que l'enfant porte toutes les nuits, qui permet donc progressivement, donc de façon dynamique, tout petit peu, petit à petit, de redresser le 5e doigt de l'enfant. D'accord. Et parlons, docteur, du 6e doigt. On appelle ça s'appelle comment? Oui, c'est ça, les hexadactyles, donc le 6e, hexa 6, donc hexadactylie. Oui. Donc les 6e, le doigt surnuméraire. Dans les malformations, tous les extrêmes peuvent se voir. Il y a de l'absence, c'est-à-dire du un peu, beaucoup, à la folie, comme dirait. Oui. Tout peut se voir. Donc il y a des fois, c'est juste un petit reliquat, un petit moignon, ou des fois, où justement, on peut avoir une croissance. Mais ces doigts-là, très souvent, ne sont pas fonctionnels. C'est vrai, beaucoup peuvent les laisser, mais effectivement, on les enlève tôt. Bon, et j'attire l'attention de ceux qui vont là-dessus. Il ne suffit pas juste de couper comme ceci. En fonction des différents types, il faut enlever la plaque de croissance de noyau cartilagineux qui est pour qu'on ne voit même pas de traces après. D'accord. Mais ça, vous le faites aussi? Oui. D'accord. Une autre image, si la réalisation nous le permet. Alors là? Là, ça c'est un enfant qui avait justement une rétraction de la première commissure. Donc c'est la première commissure et là justement durant l'examen, il était question donc de lui confectionner un appareillage qui lui permette de façon dynamique de travailler dans l'ouverture de cette première commissure. D'accord. Alors là? Là, on parlait de paralysie du plexus brachial. Là, voici un exemple de séquelles. Donc un enfant qui a eu une élongation du plexus brachial à la naissance, qui n'a pas été bien pris en charge, n'a pas été opéré au moment où il fallait. Et moi, j'ai reçu cet enfant quand l'enfant avait déjà 8 ans. Wow. Et il avait récupéré la flexion du biceps, ce que beaucoup n'arrivent pas à récupérer. Mais cette main n'était pas fonctionnelle car elle avait une main tombante en supination. Et donc, cette main, il avait beau la plier, elle n'arrivait jamais à la bouche. Et donc ici, le délai pour faire une chirurgie nerveuse étant dépassé, nous avons posé l'indication de faire une ostéotomie pronatrice du radius, c'est-à-dire qu'on a cassé, on a fait une coupe sur le radius, on a tourné, ce qui lui a permis de tourner la main pour le passer dans l'autre sens. Et cette main qui était pendante comme ça en supination, qui ne pouvait rien faire du tout, en le remettant dans ce sens-ci, il a pu, et il commençait à faire beaucoup de choses, il l'a mené à la bouche, et même à l'école, il pouvait bloquer son cahier avec avant d'écrire avec l'autre main. Alors, et cette chirurgie, elle a pris combien de temps? Là, bon, actuellement, puisque vous avez parlé de l'âge qui était dépassé, alors ça a été... Oui, là, ça a évolué. Ici, les suites opératoires ont été très simples. L'enfant a fait 5-6 jours d'hospitalisation, est sorti, il a été immobilisé 45 jours dans le plâtre, le temps que la consolidation puisse être bien amorcée au niveau du foyer d'ostéotomie. Après les 45 jours, on lui a retiré le plâtre et l'enfant a retrouvé sa vie d'enfant. Et ça lui a changé complètement la vie. Cet enfant est premier de la classe. Je pense qu'il continue à être premier de sa classe parce que lui, il se sentait différent maintenant. Il se sentait plus handicapé. Alors là, cette image, docteur. Bon, cette image ici, c'est ce qu'on appelle une bride amniotique. Quand j'ai reçu cet enfant, bon, beaucoup... C'est pas une tête, hein, parce que j'avais présenté cette image même à des médecins qui, a priori, m'ont dit c'est la tête. Non, non, non. Donc, c'est une bride. Donc, cet enfant est né avec une bride. Donc, c'est comme un anneau, comme si on avait attaché au niveau de la cheville. Et du coup, la circulation ne faisant plus bien, il y a eu une accumulation de liquide lymphatique au niveau du pied et qui a été tellement très élevée qu'elle a fini par donner cet aspect volumineux. Et dans cet enfant-là, justement, il fallait opérer cet enfant-là. Très tôt, j'ai été opéré cet enfant à 4 jours après la naissance. Je l'ai opéré en 2 temps.
Le premier temps était de rapidement l'opérer pour pouvoir rétablir une circulation sanguine et libérer les nerfs pour que ça n'aboutisse pas à une amputation. Parce que cet enfant, pour la petite histoire, avait été référé dans un service de chirurgie où ils avaient directement dit qu'il fallait amputer. C'est pas possible. À 4 jours de vie sur Terre. Oui. Donc là, j'ai fait en 2 temps. On l'a opéré en 2 temps. On a d'abord libéré la partie antérieure. Oui. Et on a libéré donc secondairement la partie postérieure en faisant des plastiques cutanées pour échanger de la peau, pour pouvoir ponter la bride. Oui. C'est-à-dire que la zone où il y avait la striction, là où il y avait l'anneau, une fois qu'on a excisé toute cette fibrose qui retenait, il faut faire des plastiques d'échange cutané pour qu'il n'y ait plus une cicatrice circulaire à ce niveau. Et donc, il y a eu des plastiques de multiples aides qu'on a fait pour pouvoir fermer la zone qui était le siège de la bride et de favoriser la circulation en dessous. Et vous voyez ça, cet enfant, là, la maman, là où j'ai compris tout le désarroi de la maman, c'est à la cicatrisation. La maman est venue au prochain rendez-vous avec des chaussures à cet enfant. C'est là où j'ai compris toute la détresse de cette maman qui souffrait de ne pas pouvoir chausser son enfant comme tous les autres. Là également, c'est justement des ateliers de formation des kinés à la rééducation spécifique de la main. Là, c'est un enfant qui avait une séquelle de paralysie obstétricale du plexus brachial et où ici, on lui apprenait à utiliser ses 2 mains. Très souvent, l'enfant prend le raccourci, utilise la main valide et abandonne l'autre main. Et ici, il s'agit donc de lui faire réintégrer le membre atteint dans les gestes quotidiens et d'assouplir l'épaule. Donc ici, ça c'est un geste avec Alexandra Perret qui était justement venu animer ici, pareil, qui était venu animer cette session de formation-là. D'accord. Je crois qu'on a terminé avec notre série d'images, docteur, et nous nous acheminons déjà vers la fin de ce programme. Mais avant de nous séparer, on va parler de cicatrisation. Tout à l'heure, dans cette image, dans l'image de cet enfant, vous avez parlé du désarroi de la maman qui ne savait pas comment, qui était obligée de chausser son enfant à 4 jours, à 1 semaine de vie sur Terre. Alors, est-ce que vous n'avez pas réussi à faire partie de cette cicatrice? Là, cette cicatrice, c'est beaucoup plus nettement amélioré parce qu'après, il faut masser les cicatrices. Une cicatrice met 4 à 6 mois en fonction des localisations des sièges pour avoir l'aspect définitif. Et pour qu'elle ne soit pas hypertrophique, qu'elle soit la plus plane possible, il faut la masser. Et donc là, la maman a été formée, on lui a appris comment faire à masser ses cicatrices, de telle sorte que si vous revoyez cet enfant aujourd'hui, vous verrez à peine. Et là, l'avantage à cet âge jeune, c'est que l'enfant, en grandissant, les cicatrices s'atténuent Pour ce qui sont des cicatrices et des brûlures, est-ce que vous les prenez en charge? Oui, effectivement, ça, j'attire aussi l'attention des uns des autres. Pareil, les cicatrices de brûlures, il faut les masser. Il faut les masser. On n'a pas forcément même besoin d'une pommade, même ne serait-ce que la simple vaseline, là. Il faut les masser, il faut les masser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut des vêtements compressifs. Si c'est à la main, que ce soit au bras ou au torse, il faut des vêtements compressifs qui permettent de comprimer la cicatrice pour éviter qu'il y ait des cicatrices hypertrophiques comme celles que nous voyons. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, effectivement, c'est vrai que ça demande souvent. Et très souvent, il faut y associer, dans certains cas, des antihistaminiques. Mais il faut masser ces cicatrices. Bon, maintenant, quand il y a des brides qui interviennent, vous verrez des enfants avec la bride qui tient là, ou pareil, là, les doigts qui sont déformés du fait des séquelles de brûlure, des cicatrices de bride. Justement, on fait des plastiques, on fait des lambeaux pour pouvoir remédier à ça. Alors, Hugues Thiemdio, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes le promoteur du Centre de chirurgie de la main et des paralysies de Douala. Un mot de fin, votre mot de fin? Je dirais la chirurgie de la main est une réalité au Cameroun. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut apporter aux pathologies ici sur place. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est désormais possible de remédier à une pathologie de la main au Cameroun. Nous sommes arrivés au terme de ce magazine de santé consacré ce jour aux pathologies de la main. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet, mais en attendant, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de l'émission en tapant tout simplement Check-up. Bonne journée à tous, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Dance, dance, dance.